Euh, c'est bon. C'est bon. Je peux, mais c'est pas le Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis très heureux effectivement de vous retrouver après une absence un peu prolongée, notamment interrompue par l'épidémie mondiale de coronavirus. Cette conférence, quelque part, va reprendre un petit peu des choses que j'avais pu dire à l'époque, en les transformant un peu parce que précisément la situation a évolué et évolué dans le sens dont vous pouvez malheureusement nous craindre. Alors, vous savez que le sujet de cette conférence, c'est, me semble-t-il, le titre que vous vous êtes donné, l'évolution de la conflictualité en Europe d'ici à 2030. Cette conflictualité, elle a commencé, vous le savez. Alors, je voulais partir juste sur ce petit élément introductif qui est ce petit article que j'avais créé à l'époque. Peut-être que j'en ai parlé, je me souviens plus si c'était avant ou après la première conférence que j'avais fait ici, mais qui était un article donc que j'avais écrit en janvier 2019 sur mon blog et dans lequel j'évoquais le fait qu'il y allait y avoir une invasion russe de l'Ukraine, ce qui à l'époque pouvait sembler encore un petit peu délirant. Mais cette prévision, je la faisais sur la base d'un modèle que, en fait, je voudrais vous exposer ce soir, cet après-midi, pour pas tellement juste vous donner des observations et une description de la situation européenne. Je pense que si vous êtes là, que le sujet vous intéresse, vous devez suivre les actualités, donc vous devez déjà être un peu informé là-dessus. Mais pour que vous sachiez comment je suis arrivé à ces conclusions à la base et pourquoi mes conclusions suivantes et les projections que j'essaierai de vous livrer tout à l'heure sont assises sur une relative réalité. Alors, je ne vais pas tout de suite reprendre ce que je disais dans ce billet-là, simplement que ça va vous, c'est pour vous mettre un petit peu un point de mire, que vous sachiez vers quoi on se dirige. En fait, moi, mon travail, il consiste essentiellement, c'est ce que j'ai appelé l'historionomie, c'est le nom de mon blog, à en fait rechercher les permanences et les récurrences dans l'histoire qui permettent donc de dresser tout simplement des modèles et d'avoir des capacités de projection, de comprendre comment l'histoire se fait et comment l'histoire fonctionne. Et au cours de mes travaux, dont je ne vais pas vous faire un exposé total, mais je voudrais me concentrer sur les choses qui permettent de comprendre la situation de l'Europe actuelle. J'ai développé en particulier un modèle important qui est celui de la construction nationale, de la construction, de l'apparition, en fait, si vous voulez, des États-nations, qui est un processus long, on va le voir, un processus systématique, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il s'applique de la même manière dans tous les grands États européens modernes, mais aussi la plupart des grands États mondiaux, et que, en fait, c'est un mode de croissance, si vous voulez. Vous pouvez faire une analogie avec la façon dont les gens naissent, grandissent et vieillissent, c'est-à-dire que vous avez des phases de croissance, vous avez d'une certaine manière une phase de puberté et vous avez une phase de maturité. Et en fait, ce sont ces phases-là, et surtout le fait que tous les États ne parcourent pas cette trajectoire simultanément, qui est à l'origine de la plupart des grands conflits. Alors, cette construction nationale, on va commencer par ça. Comment est-ce qu'un État-nation se construit? Tous les États-nations, en fait, se construisent de la même manière, tous les grands États-nations en tout cas. Mon idée principale, c'est qu'il y a eu trois grandes phases dans l'histoire de la civilisation. Chaque phase de l'histoire de la civilisation est caractérisée par des États d'une certaine taille et ces États ont tendance à aller de taille croissante. Les trois grandes phases de la civilisation, c'est d'abord l'âge du bronze, à peu près 2000 avant Jésus-Christ jusqu'à 1200 avant Jésus-Christ. La deuxième phase de civilisation, c'est de ce moment-là, c'est-à-dire 1200 avant Jésus-Christ, jusqu'à la fin de l'Antiquité, c'est-à-dire la chute de l'Empire romain et des empires chinois et indiens en même temps. Et la troisième phase, c'est de la fin de l'Antiquité à aujourd'hui, et on est en train d'approcher de la fin de cette phase-là. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Simplement parce que ces phases de civilisation, la civilisation, en fait, c'est assez simple, c'est un processus essentiellement d'urbanisation. C'est-à-dire que vous avez des phases successives au cours desquelles la population va se concentrer progressivement dans des villes,
que vont apparaître des entités politiques de plus en plus larges, qui elles-mêmes favorisent l'apparition de villes, parce que les villes, ce sont des nœuds sur un réseau de voies d'approvisionnement. Et quand vous avez des États très grands, les voies d'approvisionnement sont sécurisées, ça permet la croissance des villes. Le problème étant que les villes ont un taux de fécondité qui est généralement très inférieur à celui des campagnes. Parce que, pour un tas de raisons que je ne détaille pas ici, les villes, en fait, ont un effet stérilisant sur les populations. Ce qui explique qu'on soit aujourd'hui, dans l'ensemble du monde, et ça touche également les populations en Afrique qui étaient le plus en retard sur ce phénomène de transition démographique, mais ça devient assez fulgurant, même en Afrique noire, même dans des pays qui avaient traditionnellement des taux de natalité extrêmement forts, on voit des taux de natalité qui baissent de 20-25% en l'espace de quelques années à peine, et en particulier en voyant les populations se masser dans les grandes villes. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, le processus de civilisation sur le temps long est un processus qui est essentiellement un problème démographique. Je vous disais qu'on approchait de la fin de la phase. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute fin de civilisation, tous les effondrements civilisationnels, que sont l'effondrement systémique de la fin de l'âge du bronze, la fin de l'Antiquité et c'est à craindre ceux qui nous attendent dans le siècle qui vient, sont marqués par un effondrement de la population de l'ordre de 20%. C'est-à-dire qu'à la fin de l'âge du bronze, vous avez une population mondiale qui était de 100 millions de personnes à peu près, qui est tombée à 80 millions. À la fin de l'Antiquité, ou enfin, disons, au plus haut de l'Antiquité, c'est-à-dire au 1er siècle après Jésus-Christ, vous aviez une population mondiale qui était de l'ordre de 250 millions, qui est tombée à 200 millions 5 siècles plus tard. Et aujourd'hui, nous avons une population mondiale qui est en train de monter vers les 9 milliards, probablement ensuite les 10 milliards, mais toutes les projections donnent cette population comme devant diminuer de 20%, soit d'ici la fin du siècle, soit 50 ans plus tard. Enfin, on est dans cette fourchette-là. C'est-à-dire qu'en gros, on compte que d'ici 100 ans, la population d'un pays comme la Chine devrait pratiquement avoir diminué de moitié. Vous avez d'autres pays qui arriveront à leur pic de population plus tard. Je pense à l'Inde, par exemple, qui devrait atteindre les 1,750 milliards. Ils sont à 1,4 milliard actuellement vers 2050, mais ensuite, ça rebaissera et à la fin du siècle, ils auront retrouvé leur population d'aujourd'hui. Et ça touche tous les pays du monde. Il y a des pays qui sont plus avancés dans cette voie-là. Vous avez des pays comme la Corée du Sud, qui sont pratiquement en train de disparaître, puisqu'ils ont un taux de fécondité de 0,7 enfants par femme. Ça veut dire qu'en une génération, la population risque d'être divisée par 4. Donc, ce mouvement, si vous voulez, il est possible tout simplement parce que dans ce grand mouvement de civilisation, vous avez un accroissement de l'urbanisation tout au long du processus de civilisation, parce que les villes sont plus attrayantes à tous les points de vue pour une bonne partie de la population, c'est-à-dire c'est là qu'il y a les meilleures opportunités économiques, c'est là qu'il y a les meilleures opportunités de loisirs, donc c'est l'attractivité des villes, hein, c'est trivial, pas besoin de le détailler. Mais ce qui est important de savoir, c'est que donc, ça a un effet de baisse sur la fécondité de la population. Alors, plus vous avez une grande proportion de la population qui vit dans les villes, plus le taux de natalité global baisse jusqu'à passer en dessous du phénomène de renouvellement. Et donc, quand c'est le cas, vous avez les pays qui ont accès à un réservoir d'immigration important qui recourent à l'immigration pour compenser cette baisse de natalité pendant le moment, qui est en fait une extension du premier phénomène, hein, puisque d'abord une ville vit en faisant venir la population depuis la campagne, et ensuite une nation ou une civilisation qui manque de population la fait venir de l'extérieur de sa civilisation. Mais ce mouvement finit toujours par s'épuiser parce que le réservoir s'épuise. À partir de là, quand on commence à entrer dans la baisse de démographie, ça entraîne des pénuries économiques, c'est-à-dire essentiellement des pénuries de main-d'œuvre. C'est comme disait Jean Bodin, il n'est de richesse que d'hommes. Donc l'important, c'est pas tellement les ressources, l'important, c'est d'abord les ressources humaines, si on veut. Donc vous manquez de plus en plus de personnes compétentes. Donc vous avez, à l'époque de l'Empire romain, c'était des champs qui tombaient en friche. Aujourd'hui, c'est la difficulté de trouver des ingénieurs, la difficulté de trouver des médecins, la difficulté de trouver de la main-d'œuvre dans tous les secteurs un petit peu qualifiés. Et le problème, c'est que les villes ne sont pas des structures qui peuvent croître et se contracter à volonté. C'est-à-dire ce sont des systèmes qui sont faits pour croître. Lorsque vous avez la population d'une ville qui baisse, elle ne revient pas à un système antérieur. Elle a tendance à dysfonctionner et finalement à s'effondrer totalement et sa population part ailleurs. Dans l'époque moderne, vous avez le cas d'une ville comme Détroit, par exemple, qui a eu ce genre de problème aux États-Unis, qui s'est complètement dépeuplée, qui a perdu 60% à peu près de sa population en 30 ans.
et qui est devenue une ville complètement à ruine aux États-Unis. C'est un cas particulier parce que c'est à cause du départ et de la fin d'une industrie en particulier, mais ça vous montre comment fonctionne ce phénomène on peut parler de décivilisation, hein, puisqu'en fait, si la civilisation, c'est la croissance de l'urbanisation, la croissance de l'homogénéisation culturelle, la décivilisation, c'est un processus de désurbanisation et de déshomogénéisation culturelle. C'est en fait la plongée dans le Moyen-Âge à la fin de l'Antiquité et dans ce qu'on appelle les âges obscurs encore plus avant. Les âges obscurs, si vous voulez, c'était le Moyen-Âge des Grecs, hein, pour vous le faire comprendre facilement. Donc ça, c'est pour que vous compreniez dans quelle grande phase tout ceci se produit. Et donc, pour revenir à mon propos initial, le fait est que, à chaque échelle, vous l'avez compris, quand vous avez 100 millions d'habitants, quand vous avez 200 millions d'habitants et quand vous avez 8 milliards d'habitants, vous n'avez naturellement pas les mêmes échelles politiques. À l'époque de l'âge du bronze, l'unité politique, c'était quelque chose d'extrêmement petit, ce qu'on appelle la civilisation palatiale, c'est-à-dire que ce sont des grosses exploitations, si vous voulez, autour d'un petit centre qui serait un petit bourg de quelques centaines, voire milliers d'habitants. Les cités-États de l'Antiquité, tout de suite, c'est quelque chose de plus important, puisque vous avez les cités qui arrivent à avoir quelques centaines de milliers d'habitants en Grèce, et les États territoriaux modernes, naturellement, vous arrivez à plusieurs dizaines de millions d'habitants par les États, on va dire, de taille standard. Mais on peut dire qu'à chaque échelle, il y a un ordre de grandeur. Donc, à l'âge du bronze, l'ordre de grandeur des unités politiques standard, c'est quelques milliers d'habitants, on dit, quelques centaines de milliers d'habitants lors de l'Antiquité, et aujourd'hui, quelques dizaines de millions d'habitants pour les plus gros États, enfin pour les États modernes. Et vous voyez déjà dans le monde actuel la transition vers ce qui sera vraisemblablement l'ordre de civilisation suivant, c'est les super-États. Les super-États, il y en a déjà, hein, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est le Brésil, c'est l'Inde, c'est-à-dire que ce sont des pays qui n'ont pas, comme les pays européens, quelques centaines de milliers de kilomètres carrés et quelques dizaines de millions d'habitants, mais quelques millions de kilomètres carrés et quelques centaines de millions d'habitants. Donc on a cette transition qui s'annonce. Et cette transition, elle s'annonce toujours pendant un même cycle de civilisation, puisque si vous regardez en Antiquité, dès la fin de l'Antiquité, vous commencez à avoir des espèces d'États territoriaux, en fait. Hein. Si vous prenez le royaume de Macédoine, par exemple, à lui tout seul, il était aussi peuplé que l'ensemble de la Grèce des cités. C'était le cas aussi de l'Italie romaine, par exemple, qui comptait 4 ou 5 millions d'habitants, c'est-à-dire plus que toute la Grèce. Ça, ce qui vous explique d'ailleurs comment Rome a réussi à dominer les anciennes cités grecques, tout simplement, qu'ils étaient 10 fois plus nombreux que n'importe quelle cité. Donc ça, c'est le cadre général. Bon, on va se concentrer, je ne vais pas vous expliquer comment tout se passait dans l'Antiquité ou la très haute Antiquité, mais en fait, ça se passait un petit peu de la même manière. Hein. Le fonctionnement de la civilisation, simplement. Ce sur quoi je voudrais m'attarder avec vous, c'est cette question je ne vais pas faire sauter la caméra. Je ne vais pas nous mettre. Je voudrais vous montrer le modèle, voilà, à peu près, vous avez une idée comment ça se forment les États-nations. En fait, ça, ce petit modèle là, si vous voulez, en image, c'est quelque chose qui est aussi bien applicable, par exemple, aux cités-États de l'Antiquité grecque, hein, c'est-à-dire Athènes, Sparte, Thèbes, etc., et aux grands États de l'ère moderne. Simplement, vous aurez une échelle qui sera différente. Alors, la construction d'un État-nation, en fait, on peut dire qu'un État-nation, ça se construit à la base, selon une sorte de déterminisme ethno-géographique. C'est-à-dire qu'un État-nation va se construire en essayant de rassembler à la fois une population relativement cohérente, culturellement et ethniquement, et une géographie qui puisse lui permettre de maintenir son pouvoir. Ça se passe toujours à peu près de la même manière, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le processus de construction d'État-nation, en gros, il démarre ou redémarre, ça dépend de comment vous le prenez, à partir du moment où vous avez atteint, on va dire, le creux de la vague du processus de décivilisation. C'est-à-dire à partir du moment où vous êtes à un état de décivilisation maximale, c'est-à-dire en gros l'instauration de la féodalité, c'est-à-dire le moment où toutes les institutions politiques se sont pratiquement désagrégées et où on doit reconstruire tout sur la base d'un rapport de personne à personne, ce qu'est la féodalité. Hein. La féodalité, c'est un lien d'hommage, c'est-à-dire de lien d'homme à homme, tout simplement. C'est à partir de ce moment-là qu'on reprend la trajectoire ascendante. Cette trajectoire ascendante, elle dure à peu près 600 ans, elle compte à peu près 600 ans pour construire un État-nation parlementaire. Alors ça fonctionne comment ?
Ben, vous prenez à peu près n'importe quelle aire géographique, donc vous avez trois cas, mais en fait, bon, j'aurais pu mettre toutes les photos de tous les pays européens, mais disons que vous avez l'Angleterre, la France et l'Allemagne, je ne sais pas si on les voit très bien. Euh, Vous avez systématiquement ce qui sera le centre de pouvoir qui naît dans l'endroit qui est la grande plaine de cet espace géographique. Pourquoi? Pour deux raisons assez simples. La première raison, c'est que c'est l'endroit où généralement l'agriculture est la plus simple. Donc forcément, c'est l'endroit où les gens ont à manger et donc c'est l'endroit où il y aura le plus de population. Et donc par définition, si vous avez plus de gens, c'est plus facile de dominer ces espaces-là. Et si vous regardez le bassin parisien, la vallée de la Tamise ou la grande plaine du nord de l'Europe qui va en Allemagne, ce sont des endroits qui sont les endroits où se concentre la population, respectivement de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne. L'autre avantage des grandes plaines, c'est le fait que c'est beaucoup plus facile de créer des réseaux de cités, tout simplement parce que c'est facile de communiquer d'une ville à l'autre. Donc là où vous pouvez faire un réseau de 15 villes, ben, forcément, vous avez également plus d'échanges, plus de puissance, plus de richesse que dans un endroit, si vous allez en plein milieu du Massif central. Là, c'est forcément plus compliqué. Donc c'est toujours pareil, vous avez un pouvoir qui va apparaître dans cet endroit-là et qui va, par la logique simple du pouvoir, qui est le fait de rechercher la domination sur les espaces périphériques, à la fois par simple volonté impérialiste, mais aussi souvent pour constituer une espèce de glacis et trouver des frontières naturelles, eh ce pouvoir va s'établir progressivement sur la périphérie. Chez nous, par exemple, le pouvoir parisien s'est établi dans le sud de la France au XIIIe siècle essentiellement, avec les croisades contre les Albigeois, qui étaient en fait des guerres de conquête du sud de la France par les élites franques, la noblesse franque du nord de la France. Mais c'est pareil un petit peu partout. Ça vous explique aussi pourquoi c'est la Prusse qui a fait l'unité de l'Allemagne, tout simplement parce que la Prusse tenait le Brandebourgeois, c'est-à-dire la plaine du nord de l'Allemagne. Et cet usage-là, si vous voulez, cette facilité de transport, c'est utile dans une phase où on va dire un degré de développement qui était celui pendant très longtemps de l'humanité, où la principale richesse c'est l'agriculture, puisque forcément les plaines, c'est là où vous pouvez cultiver plus facilement. Mais c'est également un avantage à l'ère industrielle, pour les raisons que j'ai dites également, c'est-à-dire le fait que vous pouvez transporter facilement, et forcément, à l'ère moderne, les endroits où il était facile de tracer des voies de chemin de fer étaient des endroits qui se sont arrêtés plus facilement que les autres. Donc vous avez ce pouvoir central qui va s'établir, qui est un pouvoir impérial à la base, c'est-à-dire un pouvoir qui s'impose principalement par la force et qui va donc dominer, conquérir par la force et annexer certains territoires. Le truc, c'est que les empires, ils ont une dynamique interne qui est toujours la même, c'est qu'un empire qui dure va créer des administrations pour administrer les provinces qu'il a conquises, et dans ces administrations, il va chercher des relais de pouvoir, essentiellement dans les élites locales. Et à partir de là, vous avez un échange qui commence à se faire, vous avez des élites locales qui imitent les élites centrales, c'est-à-dire le noyau de pouvoir, par snobisme, pour faire court, simplement pour le fait qu'on préfère être du côté de ce qui est prestigieux, et ce qui est prestigieux, c'est là où il y a le pouvoir. Donc, dans le sud de la France, on imitera la cour du roi de France, par exemple. Mais vous avez aussi un phénomène inverse, qui est que, pour se renforcer, le pouvoir central, le pouvoir impérial, va essayer de débaucher, d'une certaine manière, les élites locales pour les amener à son service dans la capitale. Vous avez une espèce de sélection méritocratique. Et ça a pour effet d'importer aussi une part des mœurs, du vocabulaire, de tout ce que vous voulez, des provinces vers la capitale. Et donc ce processus d'échange finalement entre la province et la capitale, ça fait que vous avez progressivement, ça prend des siècles à se faire, mais vous avez progressivement une homogénéisation de la culture ethno-culturelle, j'ai envie de dire, puisque vous avez aussi des échanges, des mariages entre les différentes ethnies de base. Donc vous avez les Gallo-Romains du Sud qui étaient peu alliés avec, par exemple, avec les populations, on va dire, franques du Nord ou d'origine franque dans le Baltique. Vous avez un métissage des élites entre elles, si vous voulez, des élites locales et des élites impériales. Et tout ceci, ça favorise l'apparition, finalement, d'une homogénéité culturelle à l'échelle globale. Et donc, inversement, l'homogénéisation favorise l'apparition d'une conscience nationale, puisque vous avez une identité partagée qui apparaît à peu près.
C'est très long, je vous disais. Au moment de la Révolution française, vous aviez, d'après un rapport qui avait été publié à l'époque, de l'abbé Grégoire, si je ne me trompe pas, vous aviez 20% de la population qui parlait à peu près correctement le français. Ça paraît très peu. En 1789, on aurait tendance à se dire que c'était plus large, mais en fait, non. La population est encore très largement marquée par ces langues locales. Mais il y avait eu tout un processus d'uniformisation opéré par la monarchie, notamment à travers des choses que vous connaissez comme Laurence de Villers-Cotterêts, qui imposait, par exemple, de François Ier, qui imposait l'usage du français dans les administrations françaises. Donc, tout ça pour dire qu'on voit toujours la même chose, en fait. Vous avez eu le même genre de choses. Les Anglais ont fait la même chose pour s'imposer dans le Pays de Galles et pour s'imposer en Écosse. Pas facilement. Vous connaissez les films qui parlent de ça. Et il y a eu également des problèmes assez similaires en Allemagne, même si on a l'impression qu'il y avait une unité linguistique parfaite de l'Allemagne dès le début. Ce n'était pas le cas. C'est une histoire que nous sommes un peu racontée au 19e siècle, même si la disparité était moindre sans doute qu'en France, puisqu'il n'y avait pas plusieurs familles de langues, on va dire, à l'intérieur de l'Allemagne, il y avait quand même des dialectes différents. Donc, cette unification, néanmoins, elle se fait, et je vous dis, ça dure à peu près 500 ou 600 ans. Pendant ce temps-là, donc, vous avez, et j'aime bien employer cette formule parce qu'elle est assez parlante, en fait, si vous voulez, une nation ou un État-nation, en fait, c'est un empire qui a vieilli et qui a suffisamment vieilli dans des frontières suffisamment stables. Pourquoi? Parce que si un empire continue de s'étendre indéfiniment, le processus d'homogénéisation ne peut pas aller au bout, puisqu'à chaque fois, vous rajoutez des populations, un territoire, des cultures qui sont différentes, et donc ça va gêner ce processus d'homogénéisation naturellement, puisque vous rajoutez des corps étrangers, hein, comme quand vous faites de la cuisine, si vous rajoutez un autre élément, vous devez continuer à remuer plus longtemps pour faire... C'est pareil. Hein, donc, donc ça, c'est pas possible. Autre chose pas possible, si un État, naturellement, subit une invasion extérieure qui va absolument tout détruire, ben ça va interrompre son processus de construction nationale. Comme exemple de ça, vous avez la Chine ou l'Iran, par exemple, qui normalement auraient dû être très en avance sur beaucoup de pays européens dans leur construction nationale, mais dont les appareils d'État ont été totalement détruits par les invasions mongoles au IIIe siècle. Donc, et la population décimée en grande partie. Donc, ça leur a fait prendre du retard, on va dire. Il a fallu attendre la régression et l'effondrement de l'empire des Mongols pour que ces pays retrouvent leur indépendance et reprennent quelque part leur processus de construction nationale depuis le début. Alors, cette construction nationale, donc, elle se fait essentiellement grâce à la mise en place d'une chose, c'est que, je vous disais, ce pouvoir impérial qui s'établit au début sur l'ensemble de l'État, à la base, c'est un pouvoir qui est issu plutôt d'un système féodal, donc qui est très peu pyramidal et qui est très peu construit et constitué au niveau étatique. La naissance de l'État, elle est possible avec l'apparition d'un couple très important, qui est le couple impôt permanent, armée permanente. Les deux allant ensemble, puisque un impôt permanent vous permet de financer une armée permanente et une armée permanente vous permet de vous assurer que l'impôt sera payé de manière permanente, tout simplement. C'est pour ça qu'on voit toujours apparaître les deux en même temps. En France, c'est apparu pendant la guerre de 100 ans. C'était apparu en Angleterre un peu avant. C'est pour ça d'ailleurs que l'Angleterre a eu un avantage au début de la guerre de 100 ans sur la France. C'est tout simplement qu'elle était plus avancée dans son processus de construction nationale. Et quelque part, si vous voulez, c'est comme un coefficient, un État efficace qui est capable de mobiliser les forces de l'espace qu'il domine. Ça multiplie ces forces-là. D'accord? Donc, si vous avez, c'est arrivé dans l'histoire, si vous avez un tout petit État mais qui est capable de mobiliser totalement ses forces, et à côté un très gros État qui n'est pas capable de mobiliser ses forces parce qu'il a un État qui n'est pas assez avancé, le petit État va souvent avoir l'avantage de donner beaucoup de fil à retordre au gros État. Un exemple que vous avez là-dedans, c'est par exemple les guerres de Louis XIV contre les Provinces-Unies. Il a réussi à gagner, mais c'est le donner du fil à retordre. Pourquoi? Parce que les Provinces-Unies, donc là, les Pays-Bas aujourd'hui, c'était petit, c'était peu peuplé, mais c'était un des endroits les plus riches tout simplement. Et donc, comme l'Angleterre était plus avancée sur la voie de l'armée permanente, ben, ça permettait aux Anglais d'envoyer des expéditions sur le territoire français de manière beaucoup
plus longue, et donc la France était un petit peu désarmée par ça, et la France a fini par gagner la guerre de 100 ans pour une raison assez simple et toute bête, c'est que comme pendant la guerre de 100 ans, la France a rattrapé son retard dans la construction sur l'État national, du coup elle s'est retrouvée, si vous voulez, avec la même capacité de mobilisation de ses forces que l'Angleterre, sauf que l'assiette sur laquelle cette capacité s'exerçait était beaucoup plus grande, puisque le Royaume de France était 3 ou 4 fois plus peuplé que l'Angleterre. Donc à la fin, c'était inéluctable que la France batte les Anglais à la fin de la guerre de 100 ans. Et en fait, ça vous explique les rapports entre États en Europe pendant très longtemps, c'est-à-dire que c'est une concurrence entre des noyaux de pouvoir qui cherchent à s'établir sur l'ensemble, on va dire, de leur aire ethnogéographique. Et si vous regardez tous les grands États européens, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Espagne, vous vous apercevrez, l'Angleterre, vous vous apercevrez que toutes leurs capitales sont à peu près équidistantes les unes des autres. C'est pas un hasard, c'est comme ce sont des centres de pouvoir. Ils ont cherché à s'étendre tous sur un certain rayon. Et en général, la frontière finit par être fixée à distance à peu près égale des deux capitales. C'est sans doute une des raisons qui explique que l'Alsace-Lorraine, finalement, est restée à la France et pas à l'Allemagne. Parce que même s'il y avait une culture germanique qui était plus prononcée probablement que sur le reste du territoire français, donc une relative incompatibilité culturelle à la base, en tout cas une distance culturelle plus importante, eh bien, l'Alsace-Lorraine était beaucoup plus proche du centre de pouvoir français et en plus, géographiquement, beaucoup plus facile d'accès puisque il y a des plaines, vous voyez sur la carte, on y accède par des plaines via la France alors qu'on y accède via des endroits plus accidentés depuis l'Allemagne. Voilà ce qui fait, si vous voulez, pendant longtemps, quels sont les conflits qui sont des conflits de fixation de frontières entre des ensembles comme ça qui cherchent leurs frontières naturelles. Chose suivante à comprendre. Ce qui va finaliser l'apparition d'un État-nation, c'est justement le moment où il trouve définitivement ses frontières. C'est-à-dire que cet État, qui est un État impérial à la base, comprend qu'il ne peut pas aller plus loin sans subir des défaites majeures. Et ça va amener une phase où l'État-nation, dans la représentation collective qu'il se fait de son identité, intègre les frontières. Je vous donne des exemples, ça va être très simple. La France, par exemple, a admis, on va dire, ses frontières telles qu'elles sont aujourd'hui et a cessé d'être expansionniste et de se penser comme pouvant dépasser ses frontières après l'épopée napoléonienne. C'est-à-dire après avoir essayé de déborder très largement justement de ses frontières, s'être heurté à une coalition des voisins qui l'a ramené dans ce qu'on appelle aujourd'hui les frontières nationales. Ces frontières nationales sont extrêmement importantes. Ça vous explique pourquoi est-ce que la perte de l'Alsace-Lorraine, j'y reviens, en 1871, a été un traumatisme pour la France. On avait déjà perdu cette région-là, on l'avait perdue sous Louis XIV et ça n'avait pas donné de traumatisme. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, donc on est 2 siècles avant, à cette époque-là, c'était considéré justement, dans la conscience collective, comme une province impériale, si vous voulez. La monarchie était encore une sorte d'empire, et donc elle avait perdu une province, mais c'était pas très grave, c'était pas le cœur de l'empire. À partir du moment où une province est considérée comme faisant partie de l'identité nationale, c'est beaucoup plus douloureux de la perdre, et ça vous explique pourquoi, 200 ans après, il y a eu le désir de revanche après la perte de l'Alsace-Lorraine. Donc vous comprenez que une des choses extrêmement importantes à comprendre au plan géopolitique, que malheureusement souvent on sous-estime, c'est la psychologie collective. Vous avez une psychologie collective des nations dans la perception collective que les nations ont d'elles-mêmes. Et toute l'histoire de l'apparition de l'État-nation, à travers des processus assez matériels que je viens de vous décrire, consiste en une modification de la perception collective. Et donc, quand est-ce qu'apparaît définitivement l'État-nation? À l'occasion d'une crise, en fait, une crise, on va dire, finale, qu'on peut appeler un mouvement de révolution nationale, rien à voir avec la révolution nationale de Pétain. C'est pas idéologique, on va dire, c'est un mouvement psychologique global qu'on trouve partout. Mouvement de révolution nationale, c'est celui qui va transformer justement le régime traditionnel qui a construit cet État-nation, qui est un régime impérial, je vous le disais, en un régime nouveau, qui est un régime national, et le régime national, c'est le régime parlementaire.
et ensuite démocratique, mais on commence par le parlementarisme et on évolue vers la démocratie ensuite. Le cas pur, on va dire le plus pur et parfait, parce que c'est celui qui a connu très peu de perturbations extérieures pour deux raisons, c'est l'Angleterre. Pourquoi l'Angleterre? Les deux raisons sont lesquelles. Un, elle a commencé parmi les premiers, à peu près simultanément avec la France, mais l'autre avantage qu'elle a, c'est que c'est une île. Et naturellement, une île trouve plus facilement ses frontières que les autres, et une fois qu'elle les a trouvées, elle n'est pas envahie. Ça vous explique par exemple, notamment, que l'Angleterre a eu une stabilité institutionnelle beaucoup plus importante que la France depuis 2 siècles, puisque vous savez que l'Angleterre, en gros, à partir du moment où elle a fait ses deux révolutions, au XVIIe siècle, elle est devenue un régime parlementaire, elle n'a pas cessé de l'être, il n'y a pas eu de perturbation, il n'y a pas eu de coup d'État, il y a une permanence remarquable du régime en Angleterre. Alors que nous, en France, quand on a mis en place notre régime parlementaire en 1875, on va dire, avec la mise en place de l'institution de la Troisième République, on peut dire que ça avait commencé avant, sous le Second Empire, mais enfin bref, eh bien, on a eu des perturbations successives. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas une île, et en plus, on a le malheur d'être voisins des Allemands qui étaient un petit peu en retard sur nous aussi. Et donc, ça a créé des perturbations que je vais détailler maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce mouvement de révolution? Le mouvement de révolution, ça dure à peu près une quarantaine d'années. En France, c'est 1789-1830. C'est le moment qu'il faut pour casser la monarchie absolue, la casser définitivement et mettre en place définitivement un régime parlementaire. Ce qui n'était pas encore le cas en 1815, le régime parlementaire, c'est à partir de 1830. Vous pouvez considérer que vous avez un régime parlementaire à partir du moment où où le gouvernement est issu d'une assemblée et que l'assemblée législative a l'initiative des lois. Tant qu'elle n'a pas l'initiative des lois, c'est compliqué de le considérer. En Angleterre, ça s'est passé entre 1641 et 1688, je vous disais, c'était la première révolution anglaise et la glorieuse révolution. En Allemagne, ça s'est passé entre 1918 et on va dire 1949, c'est-à-dire le moment où l'Allemagne est devenue indépendante et un régime parlementaire, avec la fin de l'occupation alliée. En Espagne, entre 1931 et 1975, avec la fin du régime de Franco et la transition parlementaire, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe au cours de ce processus révolutionnaire? Vous avez la destruction du pouvoir impérial traditionnel et son remplacement par une assemblée représentative de la population. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Parce que justement, c'est le produit de cette évolution politique, cette homogénéisation dont je vous parlais. Quand vous êtes sur un espace qui est extrêmement hétérogène, comme pendant longtemps, vous ne pouvez pas avoir autre chose qu'un pouvoir impérial. Parce que vous n'avez pas d'identité, d'unité culturelle entre les différentes provinces, et donc vous n'avez pas le sentiment, si vous voulez, d'un destin partagé. Et vous avez souvent des problématiques qui sont différentes d'une aire géographique à l'autre. À partir du moment où vous avez des problématiques qui sont différentes, vous ne pouvez pas trouver de terrain d'entente et vous ne pouvez pas discuter entre vous des problèmes. Cela d'autant moins dans la France du XVIIIe siècle, où je vous disais, il y a une personne sur 5 qui parle la même langue. Donc, il faut qu'il y ait une relative, déjà, unité ethnoculturelle qui soit faite pour qu'il y ait un sentiment communautaire suffisant pour que, en gros, vous ayez la bourgeoisie de Lille et la bourgeoisie de Paris et la bourgeoisie de Toulouse qui se perçoivent dans un sentiment de classe et d'appartenance nationale suffisamment similaire pour estimer pouvoir délibérer entre eux sur l'avenir du pays. Et donc, le mouvement de révolution, c'est ça, en fait. C'est le passage du pouvoir traditionnel impérial à cette récupération du pouvoir par, on va dire, les classes productives à l'intérieur du pays, qui renverse l'ancienne aristocratie, qui était plutôt une aristocratie foncière. Ça, c'est la transition, on va dire, socio-économique. Comment est-ce que cette transition débute? En fait, elle débute par une fois que l'État, on va dire, est assez mûr, c'est-à-dire une fois que vous avez cette homogénéisation culturelle qui s'est faite pendant suffisamment longtemps, je vous disais, ça prend à peu près 600 ans, vous avez forcément un moment où l'État impérial va finir par devenir inapte à poursuivre, on va dire, la croissance impériale. Parce qu'il atteint ses limites, je vous ai dit, il rencontre des rivaux qui lui imposent de rester dans certaines limites.
Et vous allez avoir à un moment une guerre qui va être une guerre humiliante, parce qu'elle va être perdue, une guerre qui va également être ruineuse, donc qui va avoir des conséquences financières lourdes, et donc qui va avoir le double effet à la fois de délégitimer le pouvoir impérial. La principale légitimité du pouvoir impérial, c'est justement d'être impérial. S'il cesse de l'être et qu'il est obligé de reculer, et qu'il est plus capable de mener glorieusement les armées de la communauté, ben, forcément il perd sa légitimité. Et également sa ruine financière. Il faut avoir les deux pour que le pouvoir soit fragilisé, parce que s'il est délégitimé, mais qu'il a encore de l'argent, ben, il peut encore survivre grâce à l'argent qu'il a. S'il n'a plus d'argent, mais qu'il est toujours légitime, il peut utiliser sa légitimité pour mobiliser des ressources supplémentaires et pallier à son problème de ruine, ce qui est arrivé 20 fois à la monarchie pendant l'histoire de France et pendant l'histoire de tous les autres pays européens. Donc, le moment où vous allez avoir le début d'une révolution nationale, c'est le moment où ce pouvoir a suffisamment vieilli pour homogénéiser la population et faire naître, on va dire, une classe bourgeoise à l'échelle nationale. J'appellerais bourgeoisie tout simplement une classe marchande qui est issue de l'activité économique, c'est-à-dire qui n'est pas l'ancienne noblesse ou l'ancien clergé, qui n'appartient pas à ceux qui étaient issus de la féodalité. Donc cette nouvelle classe va pouvoir prendre le pouvoir et va avoir envie de prendre le pouvoir parce qu'elle a le pouvoir économique déjà. Et c'est ce que Vilfredo Pareto appelait, si vous voulez, les élites non gouvernementales qui tout d'un coup vont chercher à renverser les élites gouvernementales. Les élites non gouvernementales sont des élites qui ont du prestige, qui bénéficient d'une position économique, culturelle, etc., enviable à l'intérieur de la société, mais qui ne tiennent pas les leviers du pouvoir. Ces élites non gouvernementales, donc elles profitent du règne d'une élite gouvernementale, puisque elles sont riches, elles sont bien dans leur situation. Mais le jour où les élites gouvernementales ne sont plus aptes à servir les intérêts de l'élite non gouvernementale, là, vous avez une scission qui se fait au sein des élites, et c'est là que vous avez une révolution qui apparaît, au cours de laquelle les élites non gouvernementales vont chercher à supplanter, à devenir les élites gouvernementales à la place des élites gouvernementales. C'est comme ça que vous allez avoir une montée brutale de la bourgeoisie qui va renverser la noblesse traditionnelle. C'est un processus qui est un petit peu plus sur le temps long, mais vous avez quelque chose qui devient très brutal au moment de la Révolution française et en général au moment de tous les processus révolutionnaires dans tous les autres pays d'Europe. Donc c'est un phénomène, si vous voulez, extrêmement profond au plan économique et social. Et ça ouvre, je vous disais, une période d'une quarantaine d'années, 30-40 ans, qui est marquée par des secousses qui sont à peu près toutes les mêmes. Je ne vais pas vous faire le détail de la façon dont fonctionne une révolution nationale, ce n'est pas tellement le propos, mais il y a une chose qui est importante parce que pour les plus gros États-nations, je vais vous expliquer ce que ça veut dire plus gros dans un instant, pour les plus gros États-nations, ça correspond toujours à une phase que j'appelle celle de l'impérialisme revanchard. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est la grande dernière poussée impériale du pays. C'est le moment où il va véritablement tenter de sortir de ses frontières, d'être plus impérialiste que jamais, on va dire. Et c'est l'échec de cette phase finale-là qui va le ramener dans ses frontières et qui va figer définitivement sa perception collective des frontières dont je vous parlais à l'instant. Donc, vous avez le cas de Napoléon pour la France, hein, simplement. Vous avez le cas de l'Allemagne hitlérienne pour l'histoire de l'Empire allemand. Et on va y venir tout à l'heure, vous avez le cas de Vladimir Poutine en Russie aujourd'hui. Et vous avez beaucoup d'autres cas comme ça dans l'histoire. Hein. C'est-à-dire que les impérialistes revanchards, on en trouve dans toute construction nationale. La différence, c'est que tous les pays ne font pas un impérialisme revanchard important. Pourquoi? Parce que au niveau de cette, on va dire, de cette psychologie collective, je vous disais, qui dicte la façon dont les choses fonctionnent, il y a un élément très important, c'est ce qu'on peut appeler la masse stratégique relative. Qu'est-ce que j'appelle la masse stratégique relative? C'est la taille, tout simplement, de l'État protagoniste que vous considérez. Dans le cas de la France, dans le cas de l'Allemagne, faites toujours celui que vous regardez. Sa taille par rapport aux États environnants. Parce que si c'est un État très petit, peu peuplé, ou qui est relativement faible par rapport à ses voisins, il pourra entrer en révolution nationale, mais il n'aura pas d'impérialisme revanchard. Pourquoi? Tout simplement parce que la population dans sa collectivité, et ses dirigeants en particulier, auront conscience qu'essayer de se lancer dans des aventures extérieures, c'est parfaitement suicidaire.
Donc c'est comme ça que, par exemple, je peux vous citer deux exemples, l'Espagne de Franco, qui était en plein mouvement de révolution, ou la Turquie d'Atatürk, hein, Mustafa Kemal, dans les années 20-30, n'ont pas cherché à s'étendre. Elles auraient pu. Par exemple, dans la Turquie de Mustafa Kemal, d'abord, il a repris une partie du territoire qui avait été donné aux Grecs par le traité de Sèvres, mais il y avait aussi une volonté chez les Turcs de reprendre au moins le nord de la Syrie et de l'Irak actuel. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que ces territoires-là avaient été placés sous mandat respectivement de la France et de l'Angleterre, qui étaient en gros les deux plus grandes puissances de l'époque, puisqu'elles venaient de gagner la Première Guerre mondiale. Et quand on parle de la France et de l'Angleterre à cette époque-là, on parle de deux pays qui chacun avait plus de 40 millions d'habitants et avait parmi les PIB les plus élevés de la planète, alors qu'à l'époque, la Turquie, elle n'avait que 13 millions d'habitants. Il faut bien se rendre compte de ça, hein, parce qu'aujourd'hui, on voit la Turquie qui a 83 millions d'habitants, la Turquie de M. Erdogan, alors que nous, on attaque 67. À l'époque, on avait 45 millions d'habitants, on va dire. Eux, ils en avaient 13. Donc, c'était vraiment peu peuplé, vide. L'Espagne avait à peu près le même problème, puisque l'Espagne, était un petit peu plus nombreux, il y avait 20 ou 25 millions d'habitants, mais c'était également un pays qui était relativement pauvre par rapport au reste de l'Europe, et en particulier par rapport à ses voisins. Donc dans ces cas-là, vous n'avez pas de débordement. Si vous voulez faire une petite analogie, c'est un petit peu comme la façon dont fonctionnent les étoiles en astrophysique. Le destin donné d'une étoile en astrophysique, il est dicté par sa masse, en fait. C'est-à-dire que si elle est très grosse, elle pourra évoluer et devenir une supernova et devenir un trou noir, alors que si elle est plus petite, quand elle meurt, elle deviendra une naine blanche, mais elle n'aura pas du tout le même destin. Voilà, c'est un petit peu le pareil, là, si vous voulez faire une analogie, c'est-à-dire que la masse relative, en l'occurrence, d'un État va lui donner son destin. Et donc, au contraire, si on parle d'un pays comme la France, qui sera la France napoléonienne ou l'Allemagne d'Hitler, on parle de pays qui, eux, étaient plus peuplés que la plupart de leurs voisins. Puisque, par exemple, sous Napoléon, la France avait 30 millions d'habitants, alors que l'Angleterre en avait 10. Vous voyez, le seul pays qui était à peu près, qui était moins quand même peuplé que la France, de faire 20-25 millions d'habitants, c'était 25 millions d'habitants, c'était l'Empire d'Autriche, mais qui lui-même était, malgré tout, une entité impériale, donc qui était beaucoup plus fragile. L'Allemagne d'Hitler, c'est pareil, hein, que c'était 60, même 70 millions après l'Anschluss face à une France qui n'avait que 40 millions d'habitants. Et aujourd'hui, pour aussi devenir Poutine, elle est plus peuplée que n'importe quel État d'Europe. Elle est aussi peuplée, grosso modo, que la France et l'Allemagne réunies. Un petit peu moins. Mais elle doit être revenue à ce niveau-là depuis qu'elle a procédé à ses annexions en Ukraine. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la taille d'un État qui va dicter ce mouvement-là. Donc, quand l'État est suffisamment gros, retenez ça, une fois qu'il est entré dans cette phase de révolution nationale, il entre dans cette phase de révolution nationale alors qu'il n'a pas encore considéré ses frontières, on va dire, d'avant ou juste avant la révolution, comme étant constitutives de son identité. À ce moment-là, cet État-nation se perçoit encore comme une sorte d'empire en expansion. Ce n'est qu'une fois que cette phase d'impérialisme revanchard a été battue, soit qu'elle a été battue, soit simplement qu'elle a été, on va dire, dissuadée pour les plus petits États dont je parlais, comme l'Espagne et la Turquie, ce n'est qu'une fois que ceci arrive que les frontières deviennent un élément d'identité nationale et qu'à partir de là, vous n'avez plus d'impérialisme sur les voisins. Vous avez d'autres formes d'impérialisme, notamment l'impérialisme colonial, par exemple, mais qui est de nature différente à celle de la construction de l'État-nation. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un véritable phénomène de psychologie collective. J'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus parce que, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on omet souvent et que dans la façon dont on raconte soit des événements historiques passés, soit des événements présents, hein, je pense encore une fois ce qui s'est passé avec la Russie de M. Poutine, c'est on a tendance à se focaliser sur l'ambition du dirigeant. On dira que c'était Hitler qui voulait conquérir l'Europe, Napoléon qui voulait conquérir l'Europe, ou Poutine qui veut conquérir peut-être l'Europe. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que ces personnages-là ne sont que, si vous voulez, l'incarnation, à un moment donné, d'une vague
populaire ou collective, en tout cas, de psychologie collective, qui est extrêmement forte. C'est-à-dire que Napoléon, il y avait véritablement une volonté revancharde du peuple français à lui. Cette volonté revancharde, elle remontait à la défaite dans la guerre de 7 ans, qui nous avait privés de la totalité de notre empire colonial, de la quasi-totalité, en Amérique du Nord et en particulier aux Indes. Vous savez que jusqu'à la guerre de 7 ans, 1756-1763, la France tenait une partie plus importante des Indes, et de l'Inde actuelle, donc les vraies Indes, que l'Angleterre. L'Angleterre a tout pris à l'occasion de cette guerre-là. Et elle a tout pris notamment, je vous donne un petit exemple parce que ça vous permettra de bien comprendre à quel point ce phénomène de psychologie revancharde il est important. La guerre de 7 ans, on peut considérer qu'elle a commencé à être perdue en 1757, donc après un an de conflit, lorsque les armées françaises ont été battues lors de la bataille de Rosbach par Frédéric de Prusse, donc en Allemagne. Bon. Et à cette occasion-là, ça a été une défaite totalement humiliante en France. Vous avez eu à cette occasion une chanson qui a été composée, on l'attribue parfois à Voltaire, on ne sait pas trop, qui s'intitule « Comprenez-vous », dans laquelle le personnage qui chante est censé être un soldat en fait de la France, qui s'attaque à la marquise de Pompadour, qui était donc la maîtresse de Louis XV, et qui lui reproche d'avoir été celle qui a donné un commandement absolument désastreux aux armées françaises par des intrigues de cour, et qui lui dit notamment, les paroles, c'est lorsque nous n'aurons plus de larmes, quand nous serons à bout de tout, nous saurons bien vers qui madame, à qui madame, il nous faudra tordre le cou. Si vous voulez, dès cette époque-là, après cette bataille perdue, déjà ça annonce ce qui va se passer sous la Révolution française. Et vous comprenez que une des pulsions fondamentales à l'origine de la Révolution française, c'est le fait que la population française, et en particulier ces élites qui sont la bourgeoisie, ces nouvelles élites, ces élites non gouvernementales, ont été ulcérées par le sentiment que la monarchie n'était plus capable de servir les ambitions françaises, c'est-à-dire de servir l'ambition nationale. C'est très important à comprendre ça, parce qu'il faut se souvenir que les guerres qui ont mené aux guerres napoléoniennes, mais qui sont les guerres d'agression en fait révolutionnaires, elles commencent sous le gouvernement des Girondins, qui voulaient utiliser la guerre pour aller notamment piller la Belgique, pour aller récupérer de l'argent. C'est ça l'idée. Donc l'idée, c'était, vous avez une véritable pulsion populaire et des élites, qui est, on est un pays puissant, il n'y a pas de raison qu'on se fasse humilier, donc c'est véritablement une poussée nationaliste. C'est pour ça que je parle de révolution, mouvement de révolution nationale, c'est que c'est une poussée nationaliste qui va s'opérer contre le pouvoir impérial traditionnel, parce que ce pouvoir est estimé n'étant plus apte à servir les ambitions nationales. Et c'est ça qui va amener le parlementarisme finalement, parce que le parlementarisme est censé être la meilleure expression de la volonté nationale, justement, plus de la volonté impériale. Donc je reviens sur cette question de l'humiliation de Rosbach. Eh bien, pourquoi je parlais de ça? Parce que justement, si vous allez voir, c'est très très éclairant. La première chose que Napoléon a fait après avoir battu les Prussiens à Iéna en 1806, ça a été d'aller détruire la colonne commémorative de Rosbach dressée par les Prussiens. Donc le premier geste de Napoléon après avoir battu les Prussiens, ça a été d'aller se venger d'une défaite qui avait eu lieu 50 ans plus tôt. Et c'est très comparable, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est très comparable à ce qu'a fait Hitler avec le wagon de Rotonde, si vous vous souvenez, hein, puisque l'armistice de 1918, celui qui signe l'humiliation de l'Allemagne, est signé dans ce wagon, et le jour où Napoléon bat la France à son tour, il fait venir le wagon pour signer, pour humilier les Français et pour se venger. C'est pour ça que je parle d'impérialisme revanchard, c'est qu'il y a vraiment cette idée-là, cette idée d'un honneur national qui a été bafoué et qui doit être restauré. Et donc, si vous voulez, ce que j'appelle donc cette longue trajectoire, on va dire, de l'impérialisme national, c'est ça. C'est la fin de ce mouvement de construction de l'État-nation qui reçoit une première humiliation, qui se recompose pendant une décennie ou deux. Et de ce mouvement de recomposition, vous avez une figure qui va apparaître, qui sera celle qui incarne, on va dire, l'impérialisme revanchard, mais qui, encore une fois, est portée par la volonté populaire. Alors, un mot quand même, je vous ai dit que je ne ferai pas le détail, mais un mot quand même pour comprendre d'où viennent ces personnages, que ce soit Napoléon, Hitler, Poutine ou bien d'autres. Hein. Vous pouvez, Hannibal de Carthage, par exemple, c'était le même genre de personnage.
d'où viennent ce genre de personnages dans le cadre du mouvement de révolution nationale. En fait, je vous disais, lorsque la révolution commence, vous avez les élites non gouvernementales qui vont essayer de renverser les élites gouvernementales. Ça apparaît comment? Ça apparaît toujours de la même manière. Vous avez généralement l'existence d'une assemblée traditionnelle qui servait à représenter cette classe montante nationale, on va dire, face au pouvoir. En France, c'était les États généraux, simplement. En Angleterre, c'était le Parlement. En Allemagne, c'est le Reichstag. Enfin, ça existe toujours. C'est généralement une institution importante dans l'histoire de la construction nationale parce que c'est en mettant en place cette institution-là qu'on sort de la féodalité et qu'on arrive à instaurer ce couple dont je vous parlais, qui est l'armée permanente et l'impôt permanent, puisqu'on fait approuver l'impôt permanent à cette assemblée et c'est grâce à ça qu'on arrive à mettre sur pied l'armée permanente. Donc c'est une institution centrale mais qui n'arrive jamais à prendre le pouvoir. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on rassemble, où on associe à la tenue du pouvoir cette élite non gouvernementale qui est la bourgeoisie avec, on va dire, les élites gouvernementales classiques qui, dans l'Europe, c'était pas pareil dans l'Antiquité grecque, même si on trouve des équivalents, mais dans l'Europe occidentale, c'était le clergé et la noblesse. Eh bien, cette assemblée-là, au moment où, je vous disais, l'homogénéisation est suffisante et où le pouvoir est délégitimé et ruiné, donc c'est les trois conditions cumulatives, à ce moment-là, vous avez une crise qui apparaît, et à l'occasion de cette crise, vous avez une affirmation de souveraineté de la part de cette assemblée qui existait déjà. C'est le serment du jeu de paume. Tout d'un coup, vous avez des députés du tiers-État qui sont convoqués encore dans le cadre de l'ancien modèle, le modèle de l'ancien régime, c'est-à-dire on les fait venir juste pour leur poser une question, leur demander d'y répondre. Ils décident tout d'un coup de dire non, on n'est pas juste les États généraux, on est l'Assemblée nationale, on va donner une constitution à la France et c'est nous qui allons gouverner. Et à partir de là, vous avez le gouvernement de la constituante qui s'impose, et c'est dans ce cadre-là que vous allez avoir, notamment, je vous en parlais, le déclenchement des premières guerres d'agression révolutionnaire par les Girondins. Alors, comment ça se passe? En fait, vous avez cette révolution qui débute véritablement à partir du moment où vous avez une scission qui apparaît dans le pouvoir, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez ces élites non gouvernementales qui décident de créer leur propre organe de gouvernement en concurrence avec l'organe traditionnel, en l'occurrence les États généraux face à la monarchie. Bon. Vous n'avez pas de révolution si les élites non gouvernementales ne sont pas de la partie. Si les élites gouvernementales et les élites non gouvernementales sont associées, tout ce que vous avez, c'est une révolte populaire, elle est écrasée. Les élites n'ont pas intérêt à la renverser. Là où le jeu change, c'est quand vous avez cette scission dans le pouvoir. Parce que quand vous avez cette scission dans le pouvoir, vous allez avoir les deux éléments qui vont essayer d'utiliser toutes les autres causes de mécontentement pour rallier à eux une sorte de masse de manœuvre et abattre le pouvoir alternatif. Et donc, c'est comme ça que la colère populaire a permis, notamment à travers des phénomènes comme la prise de la Bastille, a permis à l'Assemblée nationale de s'imposer contre la monarchie et finalement de la renverser complètement. Ça, c'est la première phase de la Révolution. Ensuite, vous avez la deuxième phase de la Révolution. La deuxième phase de la Révolution, c'est ce nouveau pouvoir qui s'était installé, qui va chercher à éliminer tout le mécontentement et toutes les factions radicales populaires qui sont généralement plus révolutionnaires qu'elles, pour arrêter la révolution. Ça, c'est la deuxième phase, si vous voulez. Et c'est dans le cadre de cette deuxième phase que vous avez l'émergence d'un individu qui généralement est issu des forces de sécurité, ou en tout cas porté par les forces de sécurité issues de l'ancien régime et de la révolution, qui va prendre le pouvoir et restaurer l'ordre. Et c'est exactement le type de parcours que vous avez, que ce soit pour Napoléon, pour Hitler, qui s'était adjoint les Freikorps, qui avaient lutté contre les révolutionnaires communistes, notamment lors de la République du Conseil de Bavière ou lors de la révolte spartakiste à Berlin. Et pour en Russie, c'est l'arrivée tout simplement de Vladimir Poutine et de ce qu'on appelle la caste des Siloviki, c'est-à-dire les anciens des services de sécurité du RSS, qui ont repris le pouvoir autour de Vladimir Poutine et instauré ce qu'il appelait la dictature en Russie, pour décennies. C'est ça qui amène ces gens-là. Et ce personnage, qui encore une fois n'est que l'effet d'une dynamique collective, ce personnage, donc il est auréolé généralement du prestige de celui qui a rétabli l'ordre, celui qui a rétabli notamment l'ordre économique, parce qu'il faut savoir que dans le creux, on va dire au maximum de la phase révolutionnaire, vous avez, c'est toujours marqué par de très importants désordres, en général une récession très importante,
de l'ordre de 15 ou 20%, et souvent de l'hyperinflation. Il y a toujours l'hyperinflation. Donc, vous avez eu la fameuse hyperinflation des années verts en Allemagne, vous avez eu l'hyperinflation des assignats, dont vous avez pu entendre parler pendant la Révolution française, et pendant les années 90, en Russie, vous avez eu également en 92 ou 93, qui a eu une année où il y a eu 2000% d'inflation. Donc, il y a eu une crise inflationniste aussi. Donc, le dictateur comme ça qui arrive, qui s'impose, qui bénéficie toujours du fait que, vu que la révolution est un phénomène très récent, dans les mœurs et les mentalités, le pouvoir impérial traditionnel est toujours, on va dire, la normalité. Donc, c'est pas dur de réimposer un pouvoir fort. Simplement, de ce nouveau pouvoir fort, on va attendre qu'il fasse ce que l'ancien pouvoir fort a échoué à faire, ce qui précisément l'a humilié et ruiné, c'est-à-dire poursuivre la démarche impériale. Et donc, c'est là que vous retournez sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez cet impérialisme revanchard avec des gens qui sont portés par un désir à la fois populaire et un désir des élites de redevenir une nation impériale, de récupérer leur statut antérieur, en particulier, encore une fois, pour des gros États. Donc, ce modèle-là, il vous explique la plupart des, on va dire, des très grands moments de l'histoire européenne, en particulier les 400 dernières années. Il vous explique toutes les grandes phases de conflit qui ont éclaté à l'échelle européenne. Et il vous explique aussi, notamment, et ça c'est intéressant, pourquoi un moment comme la Seconde Guerre mondiale a été si colossalement douloureux. C'est parce qu'en fait, vous avez eu un grand nombre de pays qui sont arrivés à cette phase-là en même temps, cette phase de révolution nationale, puisque entre les années 1900, entre la fin de la Première Guerre mondiale, la fin de la Première Guerre mondiale, en fait, a provoqué des révolutions nationales dans plusieurs pays, et en particulier l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, mais aussi la Russie à l'époque. Et là, je vais arriver sur un petit cas particulier avant de pouvoir parler véritablement d'aujourd'hui. Parce que c'est une dernière chose dont je vais vous parler, ça. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce qui va finir par figer dans ses frontières définitives un État en phase de révolution, et à la fin de son processus de révolution, c'est le fait que son impérialisme revanchard sera à son tour complètement battu, ce qui efface dans la psychologie collective toute ambition d'aller au-delà des frontières qui vont désormais être assimilées à l'identité nationale. Bon. Sauf que vous avez quelques cas particuliers qui sont des cas particuliers de pays qui, alors qu'ils étaient sur le point de lancer eux-mêmes leur impérialisme sur les voisins, sont agressés par quelqu'un d'autre, par un voisin, qui lui-même est déjà en avance sur eux, un impérialisme revanchard, ou ça peut être totalement autre chose, mais en fait, il est victime d'une agression. Et donc, ce qui aurait dû être une guerre d'expansion va être une guerre de résistance qui va donner une légitimité définitive, si vous voulez, au régime qui n'aurait dû être que transitoire dans le cadre de l'impérialisme revanchard. Donc, on a plusieurs exemples de ça. Premier exemple, vous avez justement l'URSS de Staline. L'URSS de Staline, normalement, Staline aurait dû être l'Hitler russe, si vous voulez, Napoléon russe, c'est-à-dire tenter d'envahir une bonne partie de l'Europe. C'était vraisemblablement dans les tours, ça faisait partie de ce que voulaient faire les Russes, les Soviétiques, à moyen terme. Pas à court terme, hein, l'idée que les Allemands n'auraient précédé une attaque russe que de 15 jours est une légende, mais à moyen terme, dans les 5-10 ans qui auraient suivi, il est probable qu'il y aurait eu cette tentative parce que c'était dans l'ADN de l'idéologie internationale communiste à ce moment-là, et surtout, c'était dans l'ADN russe et encore dans l'expansion, puisqu'on était dans ce schéma. Bon. Sauf qu'ils ont été attaqués, ils ont eu une guerre terrible qui leur a coûté 26 millions de morts, je crois, derrière le décompte, 26 ou 27. Ça a cessé d'augmenter ces dernières années. Et qui a été une guerre donc défensive pour eux. Et donc ils sont sortis de cette grande confrontation mondiale, non pas dans le cadre du vaincu, comme l'Allemagne, ce qui, pour le coup, elle, l'a fixé dans ses frontières, mais dans le camp des vainqueurs. Et dans le camp des vainqueurs, en plus, dans une position d'empire augmenté. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'URSS était en fait une espèce de grand empire panslave qui arrivait jusqu'en Allemagne de l'Est. Et donc, à partir de là, en fait, vous avez une sorte de redémarrage de la trajectoire longue de l'impérialisme national
qui remet dans la situation de la fondation de l'Empire et de la première prétention, on va dire, à faire partie, enfin, des nations dominantes. Je vous donne d'autres exemples. Pour que vous compreniez, pour qu'il y ait une humiliation pour les gros États dont je parlais tout à l'heure, il faut qu'à la base, il y ait un élément qui les a placés dans une position, on va dire, d'orgueil national très importante, qui les a placés parmi les premiers rangs des nations. C'est ce qui arrive avec la France, qui a été humiliée dans la guerre de 7 ans. Elle a resté sur l'héritage de Louis XIV, qui était un héritage d'augmentation considérable des frontières, et qui a fait de la France la première puissance d'Europe. L'Allemagne de 1918, elle est défaite 40 ans après la fondation de l'Empire allemand, qui avait fait de l'Allemagne la première puissance du continent. Et donc, la Russie s'est arrivée deux fois. D'abord, elle a été humiliée dans la Première Guerre mondiale, après être devenue, en gros, le plus grand empire du monde à la fin des guerres gréco-russo-turques des années 1870. La dernière, c'était 1878. Et la Russie de Vladimir Poutine aujourd'hui, si on regarde 1991, elle était redevenue un des deux géants mondiaux à l'issue de la guerre de la Seconde Guerre mondiale en 1947. D'accord? Donc, le truc, c'est que pour qu'il y ait une humiliation nationale suffisamment forte aussi pour faire une espèce d'impérialisme revanchard de cette puissance-là, c'est que la première guerre, celle qui a été perdue, celle qui a été humiliante, non seulement elle a été humiliante parce qu'elle était perdue, mais en plus, elle était conçue à la base comme étant, en gros, une guerre un petit peu eschatologique, c'est-à-dire la dernière guerre qui fera enfin de vous la puissance dominante sur tout le monde. Alors, en 1914, les Allemands pensaient que, il faut bien s'entendre de ça, les Allemands en 1914, leur ennemi principal, ils ne considéraient pas du tout que c'était la France. Pour eux, c'était l'Angleterre. Il fallait sortir la France du conflit rapidement pour battre l'Angleterre, mais l'idée de l'Empire allemand, c'était de supplanter l'Empire britannique comme première puissance mondiale. L'idée de l'Union soviétique, c'était de supplanter les États-Unis et de les dépasser comme première puissance mondiale. Ils ont commencé à douter dans les années 80 quand ils se sont aperçus que le Japon les avait dépassés eux-mêmes. C'est ça qui a été très humiliant pour eux. Ça, Tchernobyl et l'humiliation en Afghanistan. Donc, à partir du moment, si vous voulez, pour la Russie, en 1945, ce qui se passe, c'est que vous avez un redémarrage qui a fait que vous avez eu, en fait, une première révolution nationale qui avait commencé en 1917, on va dire, qui a avorté, et vous avez une nouvelle révolution nationale qui a commencé donc en 1991. Et c'est pour ça qu'on est en cours de cette révolution, et que je peux vous dire que Vladimir Poutine est un impérialiste revanchard. Juste pour confirmer ça, vous n'avez pas l'impression que c'est une solution ad hoc sortie du chapeau. Je vous disais qu'il y a d'autres cas à qui ce genre de redémarrage est arrivé. C'est arrivé en Iran. En Iran, vous avez la révolution nationale iranienne qui commence en 1979. L'Iran était au bord de commencer des opérations agressives, notamment en Irak en 1980, quand Saddam Hussein a décidé de mener une guerre préventive contre l'Iran. Ça a duré 8 ans, ça a fait beaucoup de morts en Iran, et ça a complètement légitimé le régime des mollahs sur la durée. Si ça n'avait pas été le cas, si l'Iran avait attaqué l'Irak, il est probable qu'il y aurait une coalition internationale, celle qui d'ailleurs a soutenu l'Irak, mais uniquement financièrement, contre l'Iran, que l'Iran aurait été écrasé dans les années 80 et que ensuite l'Iran serait devenu probablement une démocratie parlementaire. Mais bon, voilà, vraiment, ça s'est pas passé comme ça. Dernier cas qui est similaire également, c'est la Chine. La Chine qui était en plein processus de révolution nationale depuis 1911, qui était en train de refaire son unité interne avec Chiang Kai-shek dans les années 1930, qui allait vraisemblablement se relancer à la conquête du Tibet, probablement d'une partie de la Mongolie, mais qui a été intercepté, pour ainsi dire, par l'agression japonaise, qui a eu le même effet pour la Chine que l'agression hitlérienne contre la Russie de Staline. Et donc, il remet le pays qui a, si vous voulez, légitimé le Parti communiste chinois comme étant le vrai serviteur de l'ambition nationale, et donc ça a fait repartir le régime chinois début aussi. Je pensais que le régime chinois doit aujourd'hui être à peu près à la veille du même genre d'effondrement qui a touché l'URSS en 91, parce qu'on est une cinquantaine d'années après la mort de Mao, et que c'est toujours dans cet ordre des choses-là que ça se passe. Pareil en Iran d'ailleurs, parce que vu que les choses ont redémarré à peu près à la fin des années 80, on est à peu près au même niveau là. Pour la Chine comme l'Iran sont deux pays qui sont à une guerre de s'effondrer, de faire leur transition vers un peu plus de modernité politique.
Enfin, je laisse ça de côté, c'était juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne, puisque notre sujet, c'est l'Europe. Donc, j'espère que je vous ai bien tout à l'heure, ça va. C'est pour bien comprendre comment fonctionne le modèle. Donc, la Russie, effondrement 1991, on a une nouvelle révolution nationale qui commence avec l'effondrement classique, je vous ai dit, la ruine dans les années 90, le délitement de toutes les structures de l'État, le renversement des anciennes élites communistes et le retour uniquement des forces de sécurité, pas particulièrement marquées idéologiquement, et qui généralement, à l'époque de l'effondrement, faisaient partie des échelons inférieurs des forces de sécurité. Puisque Vladimir Poutine n'était pas chef du KGB en 1991, c'était un colonel de la même manière que Napoléon était juste un capitaine d'artillerie à l'époque de la Révolution française. Parce que, naturellement, si ce sont des gens qui sont au sommet au moment de la Révolution, ils sont assimilés à ceux qui ont été discrétés et qui sont vaincus. Ils ne peuvent pas faire de comeback, si vous voulez. Ce sont des hommes nouveaux qui viennent d'en bas, des structures d'en bas, mais qui ont d'autant plus souffert de l'effondrement que eux, en tant que rouages, on va dire, relativement inférieurs dans la machine de l'Empire déchu, croyaient véritablement à son destin national. Et puis en plus, souvent, ce sont des gens qui sont élevés dans le mythe, si vous voulez, ou dans la légende des fondateurs de l'Empire. Gens comme Vladimir Poutine ont été élus dans la mémoire des combattants de 1941 à 1945. Les officiers allemands de la Première Guerre mondiale avaient été élevés dans la tradition des grands vainqueurs de la guerre de 70 et de l'unité allemande. Donc, ils ont un rêve qui est complètement avorté au moment où la révolution arrive. C'est ça aussi qui explique leur revanchisme à titre personnel. Donc, j'arrive à ce qui s'est passé dans cette histoire. J'ai essayé de trouver la page, parce que j'étais un peu perdu. Ce que je ne l'ai pas. Dans ce temps, je peux te parler. J'arrive à ce qui s'est passé dans cette histoire en Ukraine. Vous avez beaucoup de gens qui ont été surpris de ce qui s'est passé lors de la guerre, lors du 24 février 2022, parce que, attendez que je retrouve, voilà. Une grande partie des commentaires qu'on a pu entendre dans la presse à ce moment-là, ça a été Vladimir Poutine est complètement fou, il doit être malade, il doit avoir des problèmes. Et donc, on s'est énormément illusionné. Je peux fermer ce truc-là ou je dois mettre à prouver? Non, c'est juste qu'il y a un. Ça va. Donc, il y a eu cette espèce de grande peur. On s'est dit, mais Vladimir Poutine est fou. Et ça a conduit l'Occident en général à faire une erreur stratégique importante qui a été de penser qu'on allait, en réappliquant en gros les méthodes qui avaient permis de faire s'effondrer l'URSS, on allait réussir à faire s'effondrer la Russie de Vladimir Poutine. Et ça, c'est une erreur stratégique classique. C'est ce que j'appelle le syndrome du vainqueur de la guerre d'avant. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est marrant, enfin, c'est pas drôle en fait. Aujourd'hui, ça ne donne pas envie de rire, mais c'est une réalité. C'est que c'est toujours ce qui se passe quand vous avez les pays autour qui sont confrontés justement à un impérialisme revanchard. Pourquoi? Parce que la première guerre, celle qui a amené la révolution et l'impérialisme revanchard, pour les pays ennemis du pays protagoniste, c'est une guerre qui est également très dure, mais qui finit par être gagnée. Et le problème, c'est que quand vous sortez d'une guerre longue et dure, vous pensez pas vous remettre en question. Parce que par définition, vous avez gagné, donc vous avez les bonnes méthodes, n'est-ce pas? Alors que celui qui est complètement vaincu et humilié, lui, il a tendance à se remettre totalement en question. Et c'est ce qui fait que quand la guerre suivante arrive, lui, il s'est préparé à quelque chose de nouveau et de différent, alors que vous, non. Et vous allez juste appliquer les mêmes recettes et ça ne va pas marcher. Et pour reprendre les trois exemples principaux, je peux vous en donner beaucoup d'autres, mais je préfère rester sur cela parce que c'est plus clair. Et puis comme c'est toujours sur le même théâtre européen, si vous voulez, ça vous permet de bien visualiser. La guerre de 7 ans, les Anglais l'avaient gagnée contre la France en envoyant les Français s'enliser contre la Prusse, notamment en Allemagne. Et donc, quand Napoléon s'est pointé, et quand la guerre a été redéclarée après la rupture de la paix d'Amiens, les Anglais se sont dit, on va faire la même chose. On va bloquer les Français sur le continent grâce à notre flotte.
et éventuellement, on va les envoyer s'enliser contre l'Autriche. Sauf que la surprise, Napoléon, lui, ne se met pas longtemps en marche vers l'Autriche comme on avait fait en 1756. Lui, il fonce vers Ulm, il encercle les Autrichiens de Mack à Ulm, et ensuite il va battre les Autrichiens et les Hongrois à Austerlitz, et en 6 mois, c'est plié. Et les Anglais se retrouvent face à une France qui domine le continent. En fait, deuxième étape, ensuite, il va aussi battre la Prusse, mais en fait, vous voyez l'idée. 1940. La France et l'Angleterre se retrouvent face à une Allemagne revancharde qui a attaqué la Pologne. Bon, c'est très difficile d'intervenir directement en Pologne, donc que se disent les Français et les Anglais? On se dit, ben, la première guerre, on l'a gagnée comment? On a la supériorité maritime, on va réussir, comme la dernière fois, à isoler l'Allemagne par la mer, on va y revenir, et ensuite ça finira par s'effondrer comme ils se sont effondrés de l'intérieur en 1918. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est on se met à l'abri de la ligne Maginot, on fait monter en puissance notre industrie, et quand on sera prêt à donner le coup de boutoir, on le donnera et ils s'effondreront comme le château de cartes. Problème. Les Allemands ont sécurisé les approvisionnements qui viennent du RSS, justement. Je rappelle que jusqu'à la veille du déclenchement de Barbarossa en 1941, l'URSS fournissait du blé et du pétrole à l'Allemagne nazie. Et donc, que font les Allemands? Ils font s'attaquer les Ardennes, ils encerclent les Français et les Anglais à Dunkerque, et là, on a perdu. Parce qu'en 2 mois, complète effondrement. C'est ça, le syndrome de la guerre d'avant, c'est que comme vous refaites la stratégie d'avant, et vous êtes complètement aveugle à ce qui pourrait se passer d'autre. Et je craignais, je l'ai dit pour essayer dès le début, même avant le début, puisque j'avais dit que ça arrivait malheureusement, c'est qu'il était vraisemblable qu'on chercherait à refaire contre la Russie ce qui avait été fait contre l'URSS. C'est-à-dire des sanctions économiques, ce qui a été fait en particulier pendant l'ère Reagan, c'est-à-dire il y a un an, celles qui ont amené la chute de l'URSS, des sanctions économiques et technologiques, la course à l'espace et une guerre par proxy, on va dire une guerre par procuration sur les frontières du pays, où on va soutenir son ennemi juste pour créer un embourbement, une fatigue à domicile de la population et finalement l'effondrement du régime. Ce qui s'est fait avec l'Afghanistan. Donc il y avait un petit peu, si vous voulez, une stratégie d'afghanistanisation de la Russie en Ukraine, qui vous explique en grande partie pourquoi on a donné en gros juste assez aux Ukrainiens pour se défendre, mais pas assez pour pouvoir aller trop loin. Parce que l'idée des Américains, c'est qu'il fallait éviter qu'il y ait une escalade avec la Russie, mais surtout cette stratégie a été privilégiée parce que il y avait l'idée que en faisant ça, le régime russe s'effondrerait de lui-même. Ce qu'ils ont continué à espérer à peu près jusqu'à l'affaire avec Prigojine, et ensuite, quand ça s'est calmé, c'est un espoir qui a un petit peu disparu. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que pourquoi est-ce que ça a été une erreur? Justement parce que si on avait pris conscience à la base, dès février 2022, que la Russie était dans cette phase d'impérialisme revanchard, on aurait compris plusieurs choses. On aurait compris, qu'il était vraisemblable qu'en grande partie, la Russie s'était préparée pour ne pas tomber de la même manière que l'URSS, en particulier du point de vue économique. Et vu les circuits qui ont été trouvés assez rapidement pour contourner les sanctions, on peut penser que c'est quelque chose qui avait déjà été anticipé par la Russie. 2, on a commis l'erreur de penser que le régime de Vladimir Poutine était de même nature que celui de l'URSS. En gros, c'est une dictature soviétique, donc il suffit de donner un coup de boutoir et ça s'effondre. Il suffit qu'il soit un peu humilié à l'étranger, ça s'effondre. Pas du tout. Il y a une différence de nature totale, je pense que vous l'avez compris après tout ce que je vous expliquais, entre ce qu'on peut appeler le régime impérial traditionnel et l'impérialisme revanchard. L'impérialisme revanchard, il est porté véritablement par une espèce de pulsion collective extrêmement puissante, qui vous explique qu'aujourd'hui, la population de la Russie soutient la guerre en Ukraine. C'est quelque chose qu'on a eu beaucoup de mal à conceptualiser, parce qu'en Europe, on veut toujours être gentil en particulier. On veut penser que si les Russes ont attaqué l'Ukraine, c'est uniquement parce que Vladimir Poutine est méchant. Alors, la réalité, malheureusement, c'est que on va dire que la Russie est dans une phase où elle est globalement méchante. Si on veut dire les choses de manière tranchée, c'est-à-dire où elle est globalement impérialiste. Et elle l'est d'autant plus que, et c'est le cas toujours des impérialistes revanchards, il y a l'idée que si cette guerre-là est perdue aussi, le pays est fini. C'est-à-dire que cette fois-ci, il n'y aura pas d'autre chance, on sera exterminé. Ou en tout cas, toute l'ambition nationale sera finie pour l'éternité. Ce qui, d'une certaine manière, est vrai, puisque je dis qu'à la fin, ça ramène dans des frontières qui sont définitives. Ça ne scelle pas la mort des pays. La France n'a pas disparu après Napoléon, l'Allemagne n'a pas disparu
après Hitler, et la Russie ne disparaîtra pas après Vladimir Poutine. Mais il est vraisemblable que la Russie qui restera après Vladimir Poutine sera très très réduite par rapport à la Russie d'après Vladimir Poutine. Si on fait des projections, on peut penser qu'ils perdront la Sibérie, des choses comme ça. Il y a déjà d'ailleurs beaucoup de questions dans un certain nombre de cercles en Occident de la façon dont il faudra gérer le démantèlement de la Russie après l'éventuel effondrement. Le problème, c'est qu'on n'en est pas là. Et que ce dont on discute aujourd'hui, c'est l'évolution de la conflictualité jusqu'en 2030. Alors, pour vous dire, juste que vous compreniez du coup ce que j'avais dit moi, dans ce petit article de 2019, c'était que, en fait, on aurait quelque chose comme ça. Alors, finalement, ils n'ont pas attaqué du côté de Lviv, mais ils ont attaqué du côté de Kiev. Et ça, c'était le problème que beaucoup de gens n'avaient pas envisagé, c'était le fait que les Russes, alors ça me paraissait assez évident, les Russes attaqueraient par la Biélorussie. Et donc, ce que j'expliquais dans cet article, je vous le fais rapidement, c'est qu'en fait, pour attaquer, la Russie attaquerait forcément l'Ukraine un jour, que la Russie attendait deux conditions pour pouvoir attaquer l'Ukraine, qui étaient en fait des conditions géographiques. Un, que le pont de Kerch, dont vous entendez régulièrement parler, c'est-à-dire le pont qui relie la Crimée au territoire russe, soit complètement opérationnel. Ça, on savait que ce serait le cas fin 2019. Et d'autre part, que la Biélorussie soit totalement dans la main de la Russie de Vladimir Poutine. Ce qui n'était pas le cas jusqu'en août 2020. Jusqu'en août 2020, Loukachenko, le dictateur biélorusse, essayait de toujours jouer un petit peu l'Europe contre Vladimir Poutine pour maintenir sa propre indépendance. Le basculement s'est fait en août 2020, quand Loukachenko a eu une réélection un petit peu controversée, vous devez en souvenir, qui a amené l'arrivée de forces de sécurité russes, là aussi avec des immatriculations cachées et tout, comme ils font d'habitude en Biélorussie. Et donc, à partir de ce moment-là, on pouvait considérer que la Biélorussie était de facto annexée par la Russie et qu'il y allait y avoir une invasion de l'Ukraine. Ça n'a pas manqué. Printemps suivant, donc c'était en avril 2021, vous avez eu le premier déploiement russe autour de l'Ukraine. Bon, il n'y a pas eu d'invasion à ce moment-là, finalement. Pourquoi? Pour des raisons qui, sans doute, restent essentiellement dans la tête des dirigeants russes. Probablement parce que, comme il y a eu une rencontre qui a été programmée à ce moment-là avec Joe Biden en mois de juillet, entre Vladimir Poutine et Joe Biden, Vladimir Poutine a dû penser qu'il obtiendrait ce qu'il voulait en Ukraine sans avoir envahi. Donc, il a reposté. Il y a eu la rencontre en Ukraine, ça, en juillet, ça n'a absolument rien donné. Et ensuite, vous avez eu la reprise en octobre des déploiements jusqu'à l'invasion qui a eu lieu. Alors, pourquoi je disais que ça aurait lieu quand il y aurait la Crimée et la Biélorussie? Tout simplement parce que ça réunirait les conditions d'attaquer des trois côtés et que c'est toujours ce qui se passe. J'avais fait une petite projection. Parce que si vous regardez, c'est comme ça qu'avait fait l'Allemagne d'Hitler, par exemple. D'abord, elle a annexé l'Autriche, comme ça, après, elle a encerclé la Biélorussie. Ça, je vais vous mettre les cartes totales, ce sera plus simple. Je crois que j'ai résumé à la scène. Voilà. C'est ce que je peux grandir. Ouais. Donc, pour faire avec les trois cas de Napoléon et Hitler avant, à chaque fois, on procède par annexions successives qui, à chaque fois, permettent d'encercler celui qu'on annexera après. Donc, vous aviez la France qui avait sortir des guerres d'Italie, qui avait annexé une partie de la République cisalpine. Donc, après, Napoléon a annexé le Piémont, et puis ensuite, il a annexé la Suisse. C'est à partir de ce moment-là que les Anglais ont dit c'est pas possible si on reste dans la paix d'Amiens, parce que la paix d'Amiens avait été signée et c'était en temps de paix que Napoléon procédait aux annexions. Les Anglais se sont dit c'est pas possible, si on le laisse continuer, il va annexer tout le continent. C'est pour ça que les Anglais sont entrés en guerre contre la France. Il y a une historiographie française qui essaie de faire croire que Napoléon n'a jamais fait que se défendre contre les Anglais. C'est pas vrai. On peut considérer qu'il y a une petite partie des torts qui sont partagés, mais très clairement, Napoléon héritait de cet impérialisme de tous azimuts de la Révolution française qui était intolérable, non seulement pour les Anglais, mais pour tous les autres en Europe. Donc, les Allemands ont fait pareil pour... donc, ils ont Anschluss de l'Autriche, après Tchécoslovaquie, après Pologne. Alors, pourquoi j'ai fait ce parallèle-là? Parce qu'en fait, la Tchécoslovaquie, l'Ukraine, en fait, était, dans les rapports qu'elle a avec la Russie, très proche de ce qu'était la Tchécoslovaquie pour le Reich. C'est-à-dire que c'était son ancien centre industriel le plus important. Tout le Donbass était le cœur industriel de l'Allemagne pendant très longtemps. Ça a changé un peu avec la Seconde Guerre mondiale, avec la déportation, vous savez, de toutes les industries de Staline derrière l'Oural pour pouvoir les mettre à l'abri. Mais avant ça, c'était un cœur industriel et ça l'est redevenu après sous l'URSS. D'ailleurs, il y avait un des meilleurs complexes militaro-industriels du monde, était toujours présent en Ukraine, même s'il y avait des problèmes avec la corruption, tout ça, mais la technologie et la main-d'œuvre, il l'avait toujours. Dans un rapport de population, on était à quelque chose d'assez proche aussi, puisqu'on avait une Ukraine qui était tombée un petit peu en dessous des 40 millions d'habitants, une Russie qui faisait 140 millions d'habitants, donc on était dans un rapport de 4 pour 1, ce qui était pareil pour le Reich de 70 millions d'habitants à peu près, et la Tchécoslovaquie qui faisait 15 millions d'habitants. Donc,
C'est comme ça qu'en sachant que la Russie était dans la même trajectoire d'impérialisme revanchard que l'Allemagne et que la France avant, moi, ça me paraissait évident qu'il y aurait cette invasion de l'Ukraine de toute façon. Et donc, on l'a vu. Bon, le truc, c'est que c'était pas la seule chose qu'on a vue, qu'il y a d'autres suites. Alors, je sais plus si je les ai mises. Je vais donner un. Il y a une suite dans ce qui doit se passer. C'est que, comme vous le savez bien, l'annexion du Piémont ou l'annexion de la Tchécoslovaquie, que ce soit pour Napoléon ou pour Hitler, c'était pas la fin, c'était le début. Donc, il y a eu d'autres problèmes ensuite. Et ça vous explique la situation dans laquelle on est. Les problèmes de conflictualité aujourd'hui en Europe et jusqu'à la fin de la décennie. Aujourd'hui, on voit déjà les limites atteintes par la stratégie occidentale en Ukraine, en particulier parce qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait dû. Si on avait vraiment voulu dissuader la Russie de manière petite, il aurait fallu monter en puissance notre industrie de guerre, ce qui ne signifie pas d'entrer en guerre, mais simplement montrer qu'économiquement, vous avez la capacité à l'adversaire de dissuader. Parce que si vous lui dites, je suis capable de faire 3 fois plus d'obus que toi, tu vas faire quoi? C'est plus facile que si vous n'arrivez pas à en produire 300 000 en un an et que lui en a produit 2 ou 3 millions. Ce qui est le cas actuellement, il faut savoir, la Russie toute seule produit plus d'obus que tout l'OTAN réuni, en gros, États-Unis compris, ce qui est un gros problème. Donc, on n'a pas eu ce relancement parce on a fait encore une fois, je reviens dessus, cette erreur d'analyse fondamentale sur ce qu'est le régime de Vladimir Poutine, sur quel était le soutien qu'il pouvait avoir de sa population, quelles peuvent être ses ambitions après. Donc, moi, dans un petit bouquin que j'avais publié en 2017 qui s'appelait Atlas des guerres à venir, j'expliquais un petit peu tout ça. Enfin, ça n'était pas encore, je l'avais rajouté parce que ça c'est 2019, mais j'expliquais qu'il y aurait une invasion des pays baltes. Je continue à le penser, je pense même de plus en plus. Et je ne suis pas tout seul à le penser, puisque maintenant, vous avez vu, c'est sorti dans Bild, dans le journal allemand, il y a 2-3 jours. Le ministère de la Défense allemand s'en inquiète. Ce n'est pas le scénario qui privilégie. Vous ne privilégiez pas non plus l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Donc, l'augmentation de la conflictualité, elle peut arriver comme ça en Europe. Elle n'arrivera pas forcément uniquement sur ce mode traditionnel, on va dire, d'invasion. Parce que on est à l'ère nucléaire. Et si la doctrine nucléaire de Vladimir Poutine est différente de ce qu'on faisait avant, ce que j'appelle la dissuasion nucléaire offensive, c'est-à-dire que le fait que vous attaquez conventionnellement en utilisant l'arme nucléaire juste pour dire à votre adversaire qu'il ne peut pas se défendre trop fort. Mais c'est qu'en gros, ce nouvel ordre des choses, si vous voulez, il fait grosso modo de tous les pays qui ne sont pas directement sous un parapluie nucléaire, c'est-à-dire tous les pays en Europe sauf la France et l'Angleterre, des pays qui sont susceptibles de voir des combats sur leur sol. C'est pour ça que vous avez des pays comme les pays baltes, comme la Finlande, comme la Suède aussi, qui dit à sa population qu'elle doit se préparer à cette guerre, qui s'inquiète énormément d'opérations militaires possibles. Alors la Russie, vous le savez, a donné une contre-performance totale dans la première année de guerre, ce qui a nourri l'espoir que le pays s'effondrerait tout seul, mais il ne faut pas se tromper là-dessus non plus. C'est normal qu'il y ait un temps d'adaptation. Si vous prenez le début des guerres révolutionnaires en France, ça a été un désastre. Le début des guerres révolutionnaires, les armées françaises sont complètement défaites en tentant d'envahir la Belgique. Pourquoi? Notamment parce qu'une bonne partie des cadres étaient partis, parce que c'était des nobles qui avaient émigré. Mais ça n'empêche pas qu'avec la mobilisation d'une partie de la population, vous avez le niveau militaire qui remonte, en particulier pour une raison assez bête et méchante, c'est que quand vous faites venir des gens de la population civile dans l'armée pour se battre, généralement, les gens de la population civile sont des gens qui ont un niveau de débrouillardise et de non-conformisme supérieur à celui qu'on trouve dans l'armée. Donc, ce sont des gens qui sont beaucoup plus audacieux, beaucoup plus entreprenants et donc qui ont tendance à innover beaucoup plus fortement. Et on a vu dans cette guerre que ça s'est passé. Les premiers qui ont mobilisé, c'est les Ukrainiens. Donc, c'est eux qui innovaient énormément au début du conflit. Le problème, c'est qu'au plan de l'assise humaine, on va dire, les Ukrainiens sont dans une position de suicide. Alors aujourd'hui, et je vais peut-être terminer là-dessus, les Ukrainiens sont en train de se mettre plutôt dans une position défensive parce qu'ils sentent bien que la situation internationale change. Ils sont vraisemblablement en train d'ériger des fortifications, peut-être pour reculer un peu la ligne de front. Mais par contre, ils refusent de mobiliser plus avant parce que l'idée de Vladimir Zelensky, c'est de maintenir 6 contribuables pour mobiliser. C'est pour ça que la population est assez âgée dans l'armée. C'est pas parce que tous les jeunes sont morts, c'est parce que malheureusement les Ukrainiens préfèrent faire se battre une partie de la population âgée qui était moins active, masculine en particulier, et de laisser les jeunes au travail pour se payer des impôts pour essayer de maintenir la viabilité économique du pays. Donc on a cette situation. Donc ce qui risque de se passer, c'est une sorte de
de blocage qui pourrait se mettre en place en Ukraine. S'il y a un blocage qui se met en place en Ukraine, c'est pas forcément une solution et le fait qu'on est garanti de tout problème, parce que vous avez le cas japonais. Vous savez que le Japon des années 1930 était lui aussi dans une phase d'impérialisme revanchard. Il avait été humilié au sortir de la Première Guerre mondiale pour le fait que les Occidentaux ne lui avaient pas du tout accordé ce qu'ils voulaient au niveau des gains. Et en plus, avait refusé de faire une proclamation d'égalité raciale, ce qui était une humiliation totale pour les Japonais. Là-dessus, on peut les comprendre. Donc, le Japon était dans une phase d'impérialisme revanchard et il faut se rendre compte de quelle a été la stratégie japonaise. La stratégie japonaise, c'était on va conquérir la Chine de manière à avoir une assise économique aussi importante que les grands empires que sont les États-Unis, la Russie et l'Empire britannique, qui étaient les trois empires limitrophes, on va dire, entre l'Empire des Indes, les États-Unis, les Philippines et Pearl Harbor et la Russie qui était sur la frontière mongole. Il faut savoir que le Japon, parce que je vous parlais tout à l'heure de masse stratégique relative, le Japon est un pays très peuplé, il avait 70 millions d'habitants à l'époque, ce qui est plutôt une tranche haute, mais c'est un pays qui était relativement pauvre parce que le Japon avait un PIB inférieur à celui de l'Italie de Mussolini. Savoir, on a l'impression, quand on réfléchit comme ça, que vous avez deux gros ennemis, l'Allemagne et le Japon, qui étaient de taille équivalente. Pas du tout. Économiquement et industriellement, l'Allemagne était clairement au-dessus du Japon. Mais ça n'a pas empêché les Japonais, alors d'abord d'essayer de conquérir la Chine à partir de 1937. Ils ont bien avancé, mais ils se sont complètement embourbés. Ils se sont embourbés pendant plusieurs années. Et ils ont fini par arriver au calcul assez fou, mais qui est celui qu'ils ont mis en œuvre, qui était, en gros, si on n'arrive pas à battre les Chinois, c'est parce que les Chinois, ils sont aidés par les Britanniques et les Américains grâce au pré-bail. Donc d'armement et d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut enfin battre la Chine? En gros, il faut déclarer la guerre aux Anglais et aux Américains, les battre à tous les deux, et ça, donc il faut se rendre compte qu'un pays, et c'est pour vous donner la puissance de l'hystérie collective que peut être cet impérialisme revanchard. Le Japon, qui avait une économie inférieure à celle de l'Italie de Mussolini, a décidé de son côté de déclarer la guerre, respectivement, à la première et la deuxième puissance économique mondiale de l'époque, l'Empire britannique et les États-Unis, les deux plus grandes puissances navales. Et le plus fort dans tout ça, c'est que pendant 6 mois, ils ont réussi à obtenir victoire sur les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Russie, clairement, au plan économique, n'est pas au niveau d'un géant comme les États-Unis. Mais relativement, dans sa capacité de mobilisation, elle a pris de l'avance. Et donc, si les Russes estiment que pour arriver à finalement gagner en Ukraine, il faut carrément attaquer l'OTAN parce qu'il y a l'OTAN qui soutient l'Ukraine, ils seront sur le schéma japonais, ils le feront. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ils le feront directement ou indirectement. Ils peuvent susciter d'autres conflits sur le continent, notamment en Serbie d'ailleurs. Il y a des choses qui se jouent un petit peu, je n'ai pas le temps d'entrer en détail là-dessus. Donc, je vais essayer de terminer par le mot de la fin là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire pour terminer? Donc, l'évolution de la conflictualité en Europe, elle ne va pas dans le sens du meilleur pour les années qui viennent, que le danger est très réel, que le principal danger, comme à l'époque d'Hitler, comme à l'époque de Napoléon et comme face aux Japonais, c'est de permettre à la Russie, en n'ayant pas réagi assez vite dans la préparation de la guerre, d'avoir une sorte d'espace qui peut être assez court, hein, ça peut être 6 mois, 1 an, dans lequel elle pourra engranger des succès stratégiques. Parce que c'est ça qui fait qu'ensuite la guerre est longue. Hein. L'Allemagne d'Hitler, elle remporte la plupart de ses succès fulgurants sur plus d'années. Après, elle va s'embourber en URSS et c'est le début de la fin. Le Japon, je vous ai dit, c'est 6 mois, ses succès. C'est décembre 41, mai-juin 1942. D'accord? Mais cet espace suffit à faire durer ensuite la guerre pendant des années et à être très douloureuse pour tous les territoires qui sont passés sous le contrôle de ce pays. Et pour ceux qui demanderaient quel intérêt la Russie, à titre personnel, aurait d'envahir les Pays-Bas, par exemple, ou d'attaquer l'OTAN, je renverrai à ce qui doit être considéré comme la déclaration de principe de la Russie dans ce conflit, qui est passé relativement inaperçu. Je suis beaucoup d'analyses, j'ai l'impression que c'est signé. En décembre 2021, quand on était encore dans les négociations pré-guerre, que les Américains disaient ils vont attaquer, que les Européens disaient mais non, ils ne seront pas, et que les Russes disaient non, on n'attaquera pas, mais on peut quand même passer des choses. Les Russes ont publié des textes d'accords qui devaient être des bases de négociation dans lesquels ils exprimaient ce qu'étaient leurs objectifs stratégiques en Europe.
Et leurs objectifs stratégiques en Europe, en fait, c'était d'imposer à l'OTAN, en gros, c'était back to 1991, c'est-à-dire revenir aux, on va dire, frontières de l'OTAN 1991, c'est-à-dire vous retournez jusqu'en Allemagne, plus d'OTAN, ou en tout cas plus de forces de l'OTAN, donc ce qui revient au même, à l'est de l'Allemagne. C'est ça l'exigence russe. Et c'est ça qu'ils pourraient chercher contre l'OTAN. Et pourquoi il est peu probable que ça arrive? Parce que, et je terminerai là-dessus, pour les États-Unis, accepter un tel recul, ça serait mettre en jeu la totalité de leur système d'alliance internationale et se mettre en danger personnellement. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'abandon ni d'un côté ni de l'autre et qu'en fait l'évolution de la conflictualité jusqu'en 2030, elle va être dictée par le fait que d'un côté comme de l'autre, on a des gens qui ne veulent pas lâcher le morceau.